C'est un vieux pays. La France d'un vieux continent comme le mien. L'Europe, qui vous le dit aujourd'hui, qui a connu les guerres, l'occupation, la barbarie. Un pays qui n'oublie pas et qui sait tout ce qu'il doit aux combattants de la liberté venus d'Amérique et d'ailleurs, et qui pourtant n'a cessé de se tenir debout face à l'histoire et devant les hommes. Bon, il est temps pour moi de vous dire une dernière chose, une dernière folie. Vous en ferez ce que vous voulez. Je vous ai dit lors d'un épisode précédent que je pensais que les Gaulois étaient encore parmi nous il y a moins de 1000 ans. En fait, c'est bien plus incroyable encore. La France que nous aimons tant, que j'aime tant, a des atouts majeurs. Ce pays pourrait porter le peuple le plus heureux et le plus épanoui qu'il soit sur la terre s'il n'avait pas été si souvent trahi, trompé et manipulé. Ce que je m'apprête à vous dire à présent a l'air un peu dingue, je sais, mais je vous invite à vérifier par vous-même. Mes recherches m'ont amené à découvrir un incroyable secret. Je peux évidemment me tromper et je vous demande juste de réfléchir là-dessus sans morgue, ni vanité, ni mépris. Si je me trompe, qu'importe, cela vous aura au moins permis d'imaginer cette causalité et de la vérifier. Je n'ai pas consacré ma vie entière à cette recherche et je n'exclus donc pas de pouvoir me tromper. Prenez la relève et cherchez avec objectivité. Alors voilà, en fait, contrairement à tout ce que nous pouvons penser, nous ne savons rien de ce qu'est réellement la France. Oui, je sais que ça peut paraître bizarre et pourtant, contrairement à ce qu'on pense, il n'existe aucune carte de la France avant la toute fin du XVIIe siècle. 1694 pour être précis. Avant cette date, et évidemment je ne parle pas de reproduction moderne de cartes anciennes qui pourraient porter le nom de France. Je parle de documents originaux disponibles à la BNF. Avant le XVIIIe siècle, toutes les cartes mentionnent la Gaule pour désigner ce territoire. Des chercheurs de vérité ont déjà mis le doigt sur cette réalité sans pousser plus loin leur réflexion. Regardez ces cartes anciennes. Celle-ci date de 1490. Elle a été produite d'après la géographie de Claude Ptolémée. Galliae, traduction latine du nom France. Une autre reproduction de la géographie de Ptolémée qui date de 1541. Galliae, en énorme sur la carte. Un peu plus haut, on peut lire Francia, en plus petit, comme s'il s'agissait d'un territoire secondaire de moindre importance. Celle-ci, signée Oronce Finet, date de 1553. France. En latin, ça se dit Galliae. Voici la carte de l'Aquitaine selon Mercator en 1585. Le nord du pays n'est pas représenté et donc il est impossible de dire comment Mercator appelle celui-ci. Cependant, regardez en bas, Gallicum Mare, mer de Gaule. Étrange, 10 siècles après la disparition de la Gaule, selon nos livres d'histoire. En voici un autre qui montre le territoire sous Henri IV, toute fin du XVIe siècle. Ici, le nom France est encore présent en minuscule, comme s'il s'agissait d'une petite localité. En revanche, la Gaule est clairement présentée en titre de la carte. Cette carte de 1657 a été réalisée par Johannes Jansenius. On nous présente cette dernière carte comme étant une reproduction de cartes de l'époque romaine. Ok, bon, si Rome était capable de faire de si belles cartes de la Gaule, pourquoi les Français n'en ont-ils pas fait de la France avant le XVIIIe siècle?
quitte à reprendre le travail des Romains en changeant simplement les noms. Pourquoi? N'est-ce pas tout simplement parce que ce pays s'appelait encore la Gaule et pas la Gaule d'il y a 2000 ans comme on nous l'a toujours raconté? Et puis tout à coup, apparaît la carte des frontières de France et d'Espagne en 1694 et le mot Gallia disparaît. Et là, le pays cette fois s'appelle vraiment France. Alors, est-ce que c'est juste une question de vocabulaire? Je sais que ça peut paraître fou comme de découvrir le fait de ne pas connaître réellement la forme de la Terre. Si ce n'est pas juste une affaire de vocabulaire, cela signifie que la France a été créée au milieu du XVIIe siècle, sous le règne de Louis XIV, le roi Soleil. À partir de ce moment-là, tout ce qui touche à la France aurait été progressivement imaginé de toutes pièces. Cela signifierait aussi qu'avant ça, le peuple qui vivait sur ce territoire s'appelait et se faisait appeler les Gaulois. Il y a à peine 4 siècles. Et la Gaule était un pays très important, c'est pourquoi on retrouve partout aujourd'hui son empreinte. Il y a le Portugal, la porte de la Gaule, il y a au nord le pays de Galles, et on trouve de nombreuses références autour de la France à la Galicie. Finalement, la première carte topographique du royaume de France a été réalisée dans le courant du XVIIIe siècle. Et vous savez par qui? Par la famille Cassini, dont je vous ai déjà parlé, une famille hautement initiée. C'est essentiellement Cassini III qui s'est occupé de cette affaire dans le courant du XVIIIe siècle, puis son fils a pris le relais. S'il ne s'agit pas d'une simple question de vocabulaire ou de langue, et si le mot France est réellement absent, la question qui vient c'est que s'est-il donc passé courant XVIIe siècle pour que la Gaule, qui a vu naître ce présent cycle, soit soudain débaptisée et devienne la France comme nous le montre cette succession de cartes? À cette question, nous allons essayer de donner une réponse. Et là, si vous permettez, je vais vous raconter une petite histoire. Souvenez-vous, lors du précédent épisode, je vous ai dit que la franc-maçonnerie apparaissait à la fin du XVIe siècle en Écosse. Au XVIIe siècle, les premières loges maçonniques apparaissent en France. Les francs-maçons veulent réinventer le monde. Cette lignée ambitieuse tisse sa toile et gagne peu à peu la confiance du tout jeune roi dont le règne va subir très tôt plusieurs frondes. Le roi a une santé fragile. Durant sa jeunesse, le sort semble s'acharner sur lui. Atteint de la vérole à 9 ans, il se remet miraculeusement. Affligé d'une tumeur au sein à 15 ans, souffrant de blénorragie à 17 ans, en 1658, à 19 ans, Louis XIV est victime d'une grave intoxication alimentaire et de fièvre typhoïde qui lui vaudront les derniers sacrements. Là encore, il s'en sort. À force de manigance, on se souvient pour l'exemple de l'arrestation en 1661 de Nicolas Fouquet et de celle en 1687 de l'homme au masque de fer, la franc-maçonnerie obtient de Louis XIV la bénédiction à la création de la loge La Parfaite Égalité à Paris. Cela nous montre que l'idée qu'on se fait d'une franc-maçonnerie honnie par le pouvoir monarchique et le clergé est fausse. On peut imaginer alors qu'avec sa santé dégradée, le roi vieillissant, esseulé et endeuillé, ne peut plus contrôler les intrigues et la lignée finit par lui ravir une partie du pouvoir à la fin du XVIIe siècle. Un règne qui incarne la puissance, la magnificence française, rayonnement artistique et culturel.
Molière, Racine, La Fontaine, Lully pour la musique. On parle aussi de politique. Louis XIV a créé énormément de choses. Il a créé les frontières de la France à peu près telles qu'on peut les connaître aujourd'hui. Donc il a vraiment fondé la France administrative, la centralisation. C'est Louis XIV qui a créé cette image, qui a créé le luxe en France, qui a créé un certain nombre d'institutions, peut-être l'origine des fonctionnaires aujourd'hui. Donc c'est ce qu'on retient. Mais la réalité n'est pas toujours dorée. Les historiens s'accordent. Sous Louis XIV, 33 ans de guerre, la révocation de l'édit de Nantes et la persécution des protestants, des famines. Daniel Dessert est encore plus critique. Louis XIV était le roi des apparences. C'est la finance qui gouvernait à l'époque. Et les gens qui paient finalement la monarchie, c'est la haute aristocratie, d'épée, de fonction ou religieuse. C'est-à-dire les groupes sociaux que la monarchie absolutiste, et en particulier Louis XIV, prétend dominer. Qu'entre 1711 et 1714, c'est-à-dire un an avant sa propre disparition, Louis XIV perd soudain la quasi-totalité de ses héritiers légitimes. Un fils de 48 ans, 3 petits-fils, dont Philippe, roi d'Espagne, et 2 arrière-petits-fils. Ne survit à l'hécatombe que son dernier arrière-petit-fils, alors âgé de 2 ans et dont la santé est plus que vacillante. Ce n'est franchement pas Louis XV, orphelin désormais totalement isolé, puisque son oncle, le duc de Berry, meurt lui aussi malencontreusement, à la suite d'une chute de cheval, qui pourra empêcher les loges de contrôler désormais le pays et de l'organiser comme bon leur semble. Louis XV a 5 ans lorsqu'il accède au trône. Le roi ne s'intéresse pas vraiment à la politique. Il manque passablement de fermeté avec ses ministres et ses mœurs sont déplorables. La lignée qui travaille à l'instauration de la seconde Renaissance aura les mains libres jusqu'en 1774. En fait, durant le XVIIe siècle et une bonne partie du XVIIIe, le sommet du pouvoir de l'époque dirigeait les loges. Une manière d'obtenir d'ailleurs les faveurs de l'ancienne lignée. Nous sommes en 1738, quand la première grande loge de France est créée sous la direction d'un prince de sang. La même année, le pape Clément XII condamnait par une bulle le goût du secret et du multiconfessionnalisme qui régnait au sein de ces sociétés. Bien qu'en apparence on peut penser que Louis XV n'aimait pas beaucoup les frères maçons, finalement il ne donnera pas suite à cette bulle que le Parlement se gardera bien d'ailleurs d'enregistrer. Durant tout ce temps, le territoire a été complètement restructuré, l'administration et les finances réorganisées. La Gaule est devenue la France. Comment c'est possible? Pas si difficile que ça en fait. À l'époque, les gens ne parlaient pas vraiment la même langue d'une région à une autre. Ils étaient Limousins, Auvergnats. C'est assez simple en fait de leur expliquer qu'au-delà des particularismes régionaux, ils sont français. Ça ne change rien à leur quotidien limité au local. Et d'ailleurs, le peuple lui-même n'a pas forcément besoin d'être au courant. Il suffit de répéter et de rabâcher la même chose, comme s'il s'agissait d'une évidence pour que ce changement s'impose sans faire de vagues. D'abord, chez les élites de province, à travers les réseaux et les loges, puis l'information descend naturellement jusqu'à atteindre le peuple. Le XVIIe siècle marque les prémices de la seconde Renaissance. C'est une préparation des esprits à travers le réseau des loges qui se met doucement en place à travers le territoire et qui conduira à la Révolution française. C'est d'ailleurs vraiment là, à partir de ce moment seulement, que le peuple prendra conscience d'être le peuple français. Avec la Révolution apparaissent de nouveaux paradigmes, nouveaux calendriers, nouvelles mesures avec le maître. Les révolutionnaires s'attaquent à tous les symboles du passé. Ils tenteront même d'imposer des horloges et des montres à 10 crans au lieu des 12 marquant nos journées de 24 heures. Et puis apparaît la Marseillaise, un nouveau drapeau, une nouvelle langue, le français, est imposé à tout le peuple. La France universelle et surtout éternelle s'impose dans tous les esprits.
Si ce que je vous dis a un sens, cela signifie que cette France, à laquelle nous sommes si attachés et que nous aimons pour son aspiration à la liberté, cette France éternelle dont nous sommes si fiers, qui est profondément enracinée en nous comme faisant partie de notre programme génétique et dont l'esprit résonne encore dans le cœur des peuples du monde entier, cette France, qui est aussi une langue délicieuse que nous aimons parler, n'a que 3 siècles et demi d'existence. Ok, je vous vois bondir, mais comme d'habitude, avant de laisser parler vos émotions, essayez de vérifier tout cela par vous-même. Songez que l'amour qu'on a pour sa patrie tient de l'adhésion qu'on a avec son esprit et ses valeurs, trop souvent bafouées malheureusement aujourd'hui, et qu'il ne dépend pas, cet amour, du nombre des années. Et puisque nous avons vu ensemble que Clovis et toutes ses histoires, Jeanne d'Arc, sont des inventions du XVIIIe et XIXe siècle, imaginées pour fédérer un peuple autour de sa légende, les Gaulois devant disparaître, il faut aussi en déduire que le si mystérieux peuple franc, dont l'origine ne parvient pas à faire l'unanimité chez les historiens, ce peuple franc sur lequel reposerait le nom de la France, est un mythe qui n'a jamais existé. Art, science, histoire, culture, toute la programmation humaine avait été changée durant le XVIIe siècle. On n'a presque rien vu venir. Et finalement, tous ces changements vont s'imposer à partir de cette révolution. Les francs-maçons veulent tout changer, et forcément aussi le nom du pays dans lequel ils ont pris le pouvoir, la Gaule. Pour modifier l'identité d'un peuple, on l'a vu, il faut lui enlever sa mémoire et en mettre une autre à sa place. Il faut supprimer son histoire et modifier son nom. Pour l'histoire, on va lui inventer des rois sur la base de ce qui existe déjà, et un peuple pour remplacer les Gaulois. Reste à créer un nouvel historien, une sorte d'Hérodote contemporain de ces changements fabuleux. Ce sera Grégoire de Tours, un grand témoin gallo-romain qui racontera l'histoire des Francs. Merci Grégoire. Il cite des auteurs antiques, comme Virgile ou Pline le Jeune, dont on se demande comment il a pu en entendre parler au VIe siècle, mais c'est pas grave, c'est comme pour la NASA et la muraille de Chine. 2 mensonges s'annulent et le résultat fait que les 2 deviennent vrais. Il évoque aussi des ouvrages imaginaires, ou plutôt des ouvrages disparus depuis, mais eux aussi, ils ont dû exister. Si Grégoire le dit, c'est que c'est vrai. Hein, sympa Grégoire, il a pensé à nous comme Hérodote, et il est d'une fulgurance, un visionnaire qui se soucie de l'avenir avec une préconition qui force le respect. Le seul dans toute la Gaule qui va tout à coup se dresser pour dire « Malheur à nos jours, l'étude des lettres périt parmi nous, et on ne trouve personne qui puisse raconter dans ses écrits les faits d'à présent. » Voyant cela, j'ai jugé à propos de conserver, bien qu'en un langage inculte, la mémoire des choses passées, afin qu'elles arrivent à la connaissance des hommes à venir. Je n'ai pu taire ni les querelles des méchants, ni la vie des gens de bien. Ah oui, lui aussi, Grégoire, le devoir de mémoire chevillé au corps. Et alors, il s'est mis au travail, un style superbe, le tout débordant un peu de religiosité pour bien coller à l'image qu'on se faisait d'un évêque de l'époque. Et le tour est joué. Grégoire de Tours, c'est le père d'une histoire nationale des Francs. Il est le principal historien des Mérovingiens et la source majeure dont nous disposons sur leur règne. Son œuvre va nous parvenir à travers plusieurs manuscrits du Moyen-Âge, en l'état, comme on dit. La première impression sera réalisée à Paris en 1561, mais la plus ancienne version imprimée, disponible pour le commun, date évidemment du milieu du XIXe siècle, le siècle où tout a été inventé. Tout historien digne de ce nom sait bien que son histoire des Francs est fantasque, auréolée de miracles religieux parfaitement orientés et imaginaires. Alors, si les Francs n'ont pas existé, pourquoi la France ? Les porteurs de la seconde Renaissance
se sont forcément posé la question: quel nom donner à ce nouveau pays qui était désormais leur pays, qui était leur royaume? Quel nom choisir pour ce peuple qui n'a jamais existé et qui doit se subtiliser aux Gaulois? Ce nom s'est imposé de lui-même. Le pays où les francs-maçons règnent en maître, ce royaume des francs-maçons, cette nation à vocation universelle, s'appellera naturellement la France, car elle est incontestablement le royaume des francs-maçons. Quant aux Mérovingiens, les descendants des Francs, l'idée, moi qui me vient à l'esprit, c'est Francs, Mérovingiens, FM, les deux initiales de la franc-maçonnerie. À la lumière de ce que je viens de vous raconter, on comprend mieux pourquoi il est si difficile de nos jours de réformer cette France avec ses réseaux si puissants. Pourquoi dans ce pays, plus qu'ailleurs, la liberté d'expression est si cadenassée, verrouillée? Paradoxe des paradoxes, la France à laquelle beaucoup de moutons récalcitrants sont si attachés et que tous défendent si ardemment pour ses valeurs et sa douceur de vivre, moi le premier, est en fait le pays des francs-maçons, si décrié par un si grand nombre de chercheurs de vérité. Je ne porte pas de jugement ni sur les uns ni sur les autres. Je vous dis tout cela et vous n'êtes pas obligés de me croire. Vérifiez les cartes anciennes, les textes. Lisez des textes anciens, des originaux de préférence. Faites vos recoupements et voyez si la France, ce pays que nous aimons, a plus de 400 ans d'existence. Je reviens à présent à Jean Thévenot, l'auteur du livre « Relations d'un voyage fait au Levant » paru en 1663. Figurez-vous qu'en lisant son livre, et plus particulièrement sa description de l'Égypte, j'ai relevé plusieurs passages qui m'ont beaucoup interpellé. Il fait la distinction entre les Turcs, qui dominent l'Égypte à son époque, les Arabes, qu'il présente un peu comme des Indiens insoumis, et les Maures, qui sont plus ou moins les Sherpas du coin. Il parle aussi de janissaires. Jusque-là, pas de problème. Mais j'ai été très surpris, en revanche, de le voir écrire ceci. Nous sommes, je le rappelle, dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Car j'y retournais une autre fois, il parle de la pyramide de Khéops, qu'on nous dit que les gens du Bacha y avaient été 3 jours auparavant, étant curieux de voir ce qui pouvait obliger les Fracs à y entrer, car il n'y a que les Francs qui y aillent. Vous avez bien lu et bien entendu, étant curieux de voir ce qui pouvait obliger les Fracs à y entrer. Pour le coup, là, je ne vois pas du tout à qui il fait allusion. Frac. Ce terme a-t-il un lien avec un autre terme contemporain, franc-mac? Et surtout, il poursuit ainsi, étant curieux de voir ce qui pouvait obliger les Fracs à y entrer, parce qu'il n'y a que les Francs qui y aillent. Alors là, les bras m'en tombent. De qui parle-t-il? Pourquoi ne dit-il pas les Français? Et puis surtout, s'il s'agissait des Français, on n'a pas vraiment l'impression qu'ils s'incluent dans ce lot. Je ne pense pas non plus qu'il parle des Francs de Grégoire de Tours, disparu depuis longtemps au XVIIe siècle. Alors, je peux me tromper, mais s'il parle bien des francs-maçons, il nous apprend qu'effectivement ces derniers étaient alors les seuls présents sur le site des pyramides. Je vous rappelle que dans le précédent épisode, j'ai situé la construction des pyramides juste avant le voyage de Thévenot, aux environs de 1660, en me basant sur la qualité de sa description. Je vous ai dit aussi, dans cet épisode, de garder en mémoire la naissance de la franc-maçonnerie en Écosse en 1598. Thévenot est-il en train de nous révéler que les Francs sont en fait les francs-maçons et qu'ils sont présents sur le site des pyramides
car ce sont eux qui en ont supervisé la construction. Voyez plutôt ce qui suit à la page suivante. Pour ce qui est du puits dont j'ai parlé ci-dessus et dans lequel personne n'est jamais descendu, à ce que l'on sache, jusqu'au mois de septembre de l'année 1552, que le révérend père Elzéar Capucin y descendit avec quelques autres personnes. Voyant le danger qu'il y avait à y descendre, je ne le voulus point, quoique j'eusse porté des cordes exprès, ayant principalement eu, par la relation du révérend père Elzéar, qu'il n'y avait rien de curieux. Mais un gentilhomme écossais avec lequel j'étais se lia avec des cordes, et ayant pris une bougie allumée, nos morts le dévalèrent dedans. C'est la seconde fois qu'on y est entré. Cet Écossais, en étant ressorti, m'en fit la relation tout à fait conforme à celle du révérend père Elzéar. Et depuis, j'y ai fait rentrer d'autres personnes qui m'en ont dit les mêmes choses. Jean de Thévenot nous apprend quoi? Cerise sur le gâteau, qu'il était accompagné d'un gentilhomme écossais. Mais un gentilhomme écossais avec lequel j'étais se lia avec une corde. Que venait donc faire ici, à l'intérieur de la pyramide, ce gentilhomme écossais? Quand je vous ai dit que le berceau de la franc-maçonnerie se trouve justement en Écosse, faisait-il partie lui aussi de l'équipe des constructeurs de la pyramide restés encore sur place, alors que les travaux sur le site, et notamment les autres pyramides, je vous le rappelle, n'étaient pas encore achevés? Écoutez, à ce stade, je ne sais pas trop quoi en penser. Une étude plus poussée du texte disponible sur Internet pourrait peut-être nous en apprendre davantage. J'ai repéré qu'à un autre moment, dans un autre pays, Thévenot parle cette fois de français. J'ignore pourquoi et j'avoue n'être pas expert dans ces subtilités de langage. Il y a en tout cas quelque chose à creuser. Il en est peut-être de même d'autres textes de la même époque. Je pense par exemple à Molière qui parlait des choses de son temps. Malheureusement, les originaux de Molière n'ont curieusement jamais été retrouvés. Nous n'en avons que des copies. Disait-il des choses aujourd'hui oubliées que nous ne devons plus entendre ni savoir? Ce que nous ne devons pas savoir, c'est qu'à la fin du XVIIIe siècle, dans ce pays, la lignée des Lumières a pris le pouvoir, instaurant la seconde Renaissance qui allait peu à peu faire table rase du passé et imposer sa doctrine partout dans le monde, avant d'être absorbée à son tour, 3 siècles plus tard, par une autre lignée dont les membres influents se sont infiltrés partout dès le XIXe siècle, dévoyant ses valeurs premières, les remplaçant par d'autres, préparant la 3e et dernière Renaissance à l'aube de laquelle nous nous trouvons. Une époque dominée par l'IA, les imprimantes 3D, 4D, les caméras intelligentes à reconnaissance de mouvement ou facial et la puce RFID. Le XVIIe siècle, puis le XVIIIe, fut donc la révolution des francs, des fracs. Et c'est pourquoi, dans ce pays que nous aimons, qui est la France, le royaume des francs, nul ne peut franchir un certain plafond de verre s'il n'est pas franc-maçon. Les soviétiques, en leur temps, ont connu la même chose. Mais si l'on croit, comme c'est mon cas, dans la République, à un moment, il faut passer par la franc-maçonnerie. Préparez-vous à la guerre du futur. Soyez vigilants, soyez en éveil. La France a toujours eu un grand rôle à jouer. C'est d'ailleurs pour cela qu'elle est si attaquée de l'extérieur comme de l'intérieur. Le cycle se termine, mais notre histoire ne fait que commencer. Vous disposez à présent des premières informations. C'est une base. D'autres chercheurs, très nombreux, apportent aussi leur pierre, chacun de leur côté. C'est un immense puzzle. Prenez des uns et des autres ce qui vous convient et ne tenez pas compte du reste. Respectez ceux qui ne pensent pas comme vous et vous serez respectés. Si vous le souhaitez, regardez tout ceci comme une belle fiction, un moment d'évasion, un outil pour vous interroger, une curiosité intellectuelle. Amusez-vous, prenez du plaisir dans la vie. Soyez heureux en dépit des épreuves, des manigances, des manipulations et des difficultés.
Demandez-vous toujours ce qui est bon pour vous. Écoutez votre cœur, rejetez ce que vous ne pouvez pas intégrer, mais gardez l'esprit et le cœur ouverts. Alors bien sûr, il ne s'agit pas d'être naïf. Ce qui est ici possible est lié à une culture, un peuple marqué par son histoire. Et ce peuple luthérien qui a vécu les transformations des dernières décennies n'est pas exactement le Gaulois réfractaire au changement. Aujourd'hui, ce premier livre se referme. À ce stade, mon travail avec ces rendez-vous avec Roch se termine. Je n'ai pas pour vocation de devenir viral, ni de créer une dépendance en venant jour après jour apporter mon commentaire sur tel ou tel sujet. Une parole que vous attendrez, non plus pour vous informer, mais pour connaître la suite, comme on attend la suite d'une sitcom à l'affût du moindre rebondissement. À présent, soyez libres. Entreprenez vos propres recherches et surtout, pensez par vous-même. Je ferai d'autres vidéos certainement, mais sur un autre mode, nous verrons bien. Nous avons évidemment besoin de votre soutien. Le travail de la résistance n'est pas facilité par la matrice, contrairement à ce que peuvent dire certains qui n'y connaissent rien, mais déversent leur bile. Merci de nous soutenir. Tout est encore possible. Nous sommes des rêveurs et nous marchons dans les rêves d'autres rêveurs qui rêvent encore et encore. Nous sommes la résistance. Nous avons besoin de vous. L'hiver approche et nous n'avons pas dit notre dernier mot. Guerrier! Est-ce là un signe? Peut-être. Mais est-il de mauvais augure? Sans aucun doute. Allons-nous mourir aujourd'hui? Probablement. Pourtant, une chose est sûre, mes amis. Nous ne laisserons personne nous dire de quelle façon vivre nos vies, ou en quel Dieu nous devons croire. Pas un roi, pas un prêtre, ni même le soleil ou la lune. Car cette terre est la terre d'un peuple libre qui ne s'incline devant personne. La terre de nos ancêtres, la terre des gens qui nous sont chers, la terre de nos enfants, la terre qui nous unit. Et personne ne peut nous enlever ça. Si vous voulez vivre libre, ou mourir libre, suivez-moi! C'est le nouvel ordre mondial. 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 Des guerres monétaires, des armes nucléaires. Le projet Blue Beam mènera aux abîmes. Un désordre planétaire, conspiration aux frontières. En attendant l'oracle, Macron le monarque. Ne nous y trompons pas. Le monde a les yeux rivés sur la France. La transformation que nous avons engagée est une condition centrale, j'en ai la conviction, de la transformation de l'Europe tournée vers l'avenir et vers les peuples. Et la transformation de l'Europe autour d'une vision partagée est la condition d'un nouvel ordre mondial plus stable, apaisant les rivalités des puissances. Vous êtes ainsi appelés à devenir les ambassadeurs de la transformation de la France, à porter à travers le monde le message d'une France plus forte, plus unie, plus ouverte, désireuse partout où elle le pourra, de porter le flambeau de l'action multilatérale, du dialogue politique et de la résolution de crise. Cette transformation de la France que nous engageons a deux ambitions indissociables. D'une part, celle de nous rendre plus forts, de restaurer notre capacité d'innover, de produire, de réduire le chômage en particulier des plus jeunes. Et d'autre part, celle de permettre à la France, au sein d'une Europe relancée, de tenir son rang dans un ordre mondial profondément bousculé.